Le 21 mai 2025, un convoi militaire traverse Ouagadougou et rompt une routine marquée par la peur, les embuscades et l'attente d'un signal concret. En une seule journée, environ 6 milliards de francs CFA en blindés, drones et communications promettent de voir plus tôt, coordonner mieux et survivre davantage sur le terrain quotidien des forces. Que change réellement ce basculement pour la sécurité, l'autonomie et la vie ordinaire sous l'autorité d'Ibrahim Traoré? Entre symboles de souveraineté et effets durables, un seuil s'ouvre, exigeant des preuves, du temps et une lecture sans slogan et des attentes sociales croissantes. La promesse de ce récit est volontairement exigeante. Partir d'un fait précis, puis en dérouler les conséquences réelles, sans slogan ni extrapolation gratuite. Offrir des clés claires pour distinguer symboles puissants et effets durables. L'enjeu sécuritaire est immédiat. Là où les embuscades et les engins explosifs improvisés façonnent la peur ordinaire et pèsent sur chaque déplacement. L'enjeu politique s'inscrit dans un choix assumé de partenaires et dans le refus d'une aide conditionnelle, présentée comme une affirmation de souveraineté plutôt qu'un simple réajustement tactique. L'enjeu social, enfin, est plus fragile. La fierté peut monter rapidement, mais l'attente collective se transforme tout aussi vite en pression lorsque les résultats retardent. Ce récit propose donc une méthode d'observation plutôt qu'une conclusion prédéfinie. Il s'agit de suivre les mécanismes concrets par lesquels des équipements deviennent, ou non, des effets perceptibles dans la durée. Et si l'image du convoi est forte, la question décisive reste celle de la continuité, bien après la mise en scène initiale. Le lecteur est ainsi invité à mesurer ce qui change réellement, ce qui résiste et ce qui dépend encore du temps, des usages et de la cohérence des choix. En une seule journée, environ 6 milliards de francs CFA d'équipements militaires sont remis aux volontaires et pour la patrie, concentrant en un point et un temps ce qui arrivait auparavant de manière dispersée. Cette masse livrée d'un bloc, le 21 mai 2025, crée un effet de seuil net entre un avant fragmenté et un après revendiqué. Ce n'est pas la quantité seule qui frappe, mais la combinaison. Blindés, drones et systèmes de communication modernes forment un ensemble pensé comme un système plutôt qu'une addition d'outils. Le récit disponible insiste sur cette logique fonctionnelle. Les blindés répondent aux menaces les plus immédiates, mines et embuscades, en réduisant la vulnérabilité sur les axes. Les drones déplacent le centre de gravité vers l'anticipation, en produisant du renseignement en temps réel sur des zones étendues. Les communications ferment la boucle en reliant les unités et en accélérant la décision, voire plutôt permet de choisir autrement. Se parler mieux permet de coordonner sans délai. Se déplacer protégé réduit la part d'aléatoire dans la survie quotidienne. Cette approche tranche avec une période antérieure décrite comme plus passive. La défense subissait davantage qu'elle n'initiait, avec une détection limitée, des transmissions fragmentées et une mobilité entravée par la peur des engins explosifs improvisés. Le 21 mai 2025 devient ainsi un repère avant-après, moins par une promesse d'invulnérabilité que par un changement de posture assumé. À cette couche opérationnelle s'ajoute une lecture politique. Le convoi traversant Ouagadougou n'est pas seulement un transfert de matériel, mais un message adressé à plusieurs publics. À l'intérieur, il nourrit une fierté visible et une attente forte. À l'extérieur, il affirme un refus, celui d'une aide conditionnelle perçue comme contraignante. Ibrahim Traoré est placé au cœur de cette narration, non comme un héros isolé, mais comme l'incarnation d'un choix stratégique liant sécurité et autodétermination. La mini-révélation est donc double. D'un côté, un saut matériel concentré et cohérent, de l'autre, une décision politique qui transforme l'équipement en signal. La question structurante reste suspendue. Comment transformer ce seuil visible en effet mesurable et soutenable, sans que la dépendance ne change simplement de visage ? Le récit avance sans héros unique, mais avec une figure guide fonctionnelle, presque discrète. D'un côté, le volontaire des volontaires pour la patrie, exposé sur les pistes, habitué aux alertes soudaines, à la fatigue et à l'imprévisibilité des attaques. De l'autre, l'unité reliée au reste du dispositif, celle qui reçoit l'information, transmet les ordres et coordonne les mouvements. Ensemble, ils incarnent ce que l'arrivée d'équipements modernes est censée transformer au-delà de l'image du convoi.
un premier effet apparaît sur la mobilité. Sur des axes où l'embuscade est une menace permanente, un véhicule mieux protégé ne garantit pas la victoire, mais il modifie le calcul du risque. La protection contre mines et attaques réduit l'exposition immédiate et permet de tenir une position plus longtemps, d'évacuer sans rupture, d'avancer sans immobilisation prolongée. Ce n'est pas une défense figée, mais une tentative de reprendre l'initiative par la continuité des déplacements. Un second effet concerne le temps de réaction. La surveillance aérienne et la transmission rapide raccourcissent l'intervalle entre un signal et une décision. Le gain décrit est moins spectaculaire que structurel. Savoir que l'information circule change le comportement, même avant que les résultats ne soient pleinement mesurables. La coordination devient un facteur de confiance autant qu'une capacité technique. Ces impacts précoces ne sont pas seulement opérationnels, ils sont aussi visibles pour la population, témoins d'un État qui cherche à montrer qu'il agit. La démonstration nourrit l'attente. Si la protection et la coordination améliorent réellement le quotidien des forces, alors le symbole commence à se transformer en effet concret. En somme, l'enjeu est clair, réduire l'incertitude vécue, jour après jour. Avant le 21 mai 2025, la séquence est décrite comme une accumulation de contraintes, des routes longues et exposées, des convois ralentis par la crainte permanente des mines et des embuscades, des unités avançant avec prudence, souvent en réaction, rarement en initiative. La défense apparaît fragmentée, dépendante d'outils dispersés et d'une détection tardive, où chaque déplacement comporte une part élevée d'incertitude. Puis vient le déclencheur. En une seule journée, des blindés, des drones et des systèmes de communication modernes sont remis aux volontaires pour la patrie à Ouagadougou. Le récit insiste sur la concentration. Environ 6 milliards de francs CFA livrés d'un bloc. Cette remise groupée crée un effet de rupture visible. Ce n'est pas un renfort progressif, mais un saut assumé. Le convoi qui traverse la capitale met en scène ce basculement et lui donne une matérialité immédiate. La montée en tension se déploie ensuite par couches successives. Les blindés sont présentés comme la première réponse aux menaces les plus concrètes de la guerre asymétrique. Ils ne promettent non pas la domination du terrain, mais une réduction de la vulnérabilité immédiate, avancer sans s'arrêter au moindre doute, évacuer sans rompre la chaîne, tenir une position sans dépendre uniquement de la chance. Dans le récit, cette protection agit comme un amortisseur face à l'imprévu et modifie la manière d'occuper les axes. Vient ensuite l'effet des drones. Le texte leur attribue un changement d'échelle, non par la force brute, mais par la vision. Survoler, observer, produire du renseignement en temps réel sur des zones étendues. Ce gain est décrit comme structurant. Il transforme la temporalité de l'action. Détecter plus tôt, décider plus vite, réduire l'avantage de la surprise adverse. La conflictualité ne disparaît pas, mais elle cesse d'être totalement aveugle. Les communications modernes ferment la séquence opérationnelle. Elles relient ce qui était fragmenté et fluidifient la chaîne de commandement. Les informations circulent plus rapidement, les ordres s'ajustent sans délai et la coordination gagne en cohérence. Chaque élément dépend des autres. Sans protection, la mobilité s'expose. Sans vision, la protection devient statique. Sans communication, la vision reste inutilisée. Le récit insiste sur cette logique de système plutôt que sur une simple accumulation de matériel. Le point culminant dépasse cependant la technique. Lorsque le convoi traverse Ouagadougou, il devient un signal adressé à plusieurs publics. À l'intérieur du pays, il nourrit une fierté visible et une attente accrue. À l'extérieur, il affirme un refus explicite d'une aide conditionnelle perçue comme contraignante. Sous Ibrahim Traoré, cette séquence est présentée comme une signature politique liant sécurité et autodétermination dans un même geste. Les répliques apparaissent presque immédiatement. Le texte élargit la focale vers la dimension stratégique et diplomatique. Les partenariats évoqués, notamment non occidentaux, sont décrits comme porteurs de capacités, mais aussi d'intérêts propres. Le récit ne tranche pas. Il installe une tension durable. Renforcer la défense sans déplacer la dépendance. La montée en puissance devient alors un test de cohérence non seulement militaire mais aussi politique. Ainsi, la ligne des événements
suit un enchaînement clair, contrainte initiale, déclencheur concentré, montée en capacité par système, signal politique, puis ouverture d'un dilemme stratégique. La séquence ne promet pas une victoire immédiate. Elle prépare une question plus exigeante. Ce basculement peut-il s'inscrire dans la durée sans perdre sa maîtrise ? Avant le basculement, la défense est décrite comme diffuse et largement réactive. Après le 21 mai 2025, elle est présentée comme un système plus intégré, appuyé sur quelques repères mesurables, même sans tableau détaillé. La première phrase du récit pose clairement ce mouvement baseline delta. On passe d'outils dispersés à un seuil visible, assumé et concentré dans le temps. Un premier repère chiffré se détache. Environ 6 milliards de francs CFA d'équipements militaires remis en une seule journée. Une concentration financière unique modifie perception collective et posture stratégique. Le texte ne fournit pas de comparaison budgétaire antérieure, mais insiste sur l'effet de masse. Livrer une telle somme d'un bloc transforme une aide éparse en déclaration politique. Le chiffre agit autant sur les esprits que sur les capacités, car il fixe un ordre de grandeur lisible pour les forces, la population et les partenaires extérieurs. Un deuxième repère revient comme une frontière, la date du 21 mai 2025, utilisée comme avant-après dans tout le récit. Une datation nette permet d'observer effets futurs sans ambiguïté. Ce marqueur temporel n'est pas neutre, il ancre la transformation dans un moment précis, facilitant l'évaluation ultérieure. À partir de cette date, les effets positifs ou les limites peuvent être attribués à une séquence identifiable, plutôt qu'à une évolution diffuse difficile à mesurer. Un troisième repère est de nature fonctionnelle. L'introduction de drones fournissant du renseignement en temps réel sur des zones étendues. Voire plutôt réduit délai décisionnel, même sans métrique spatiale précise. Aucune surface, aucune portée n'est chiffrée, mais le contraste avec la surveillance antérieure, décrite comme lacunaire, sert d'indicateur. Le gain mesuré n'est pas une distance ou un nombre d'heures, mais une réduction du temps entre détection et décision. À partir de ces trois éléments, le texte construit un avant et un après cohérent. Avant, des véhicules vulnérables aux mines, une détection limitée, des communications fragmentées, une mobilité entravée et une doctrine dominée par l'attente. Après, des blindés présentés comme mieux protégés, une surveillance aérienne continue, des transmissions modernisées reliant les unités et des décisions plus rapides grâce à une chaîne plus fluide. La différence n'est pas absolue, mais directionnelle. Trois effets concrets sont mis en avant. D'abord, la survie. La protection accrue réduit la vulnérabilité immédiate sur les axes les plus exposés, sans éliminer totalement le risque. Ensuite, la réactivité. Le renseignement en temps réel raccourcit le temps mort entre signal et action, limitant l'avantage de la surprise adverse. Enfin, la cohérence. Les communications avancées permettent d'ajuster les ordres et de synchroniser les mouvements, réduisant les erreurs liées à la fragmentation. Le texte insiste sur l'interdépendance de ces effets. Sans protection, la mobilité reste fragile. Sans vision, la protection devient statique. Sans communication, la vision reste inutilisée. La modernisation n'est donc pas présentée comme une accumulation de chiffres, mais comme un système où chaque composante conditionne les autres. Sous Ibrahim Traoré, ces indicateurs prennent aussi une valeur politique. Ils servent à étayer un discours d'autonomie sans promettre une invulnérabilité totale. Le chiffre, la date et la capacité fonctionnelle deviennent des points d'appui pour juger une trajectoire plutôt qu'un résultat final. La question implicite devient alors une mesure de durée. Ces gains relatifs peuvent-ils être maintenus, amplifiés et maîtrisés dans le temps ? L'approche quantitative du récit reste volontairement prudente. Elle évite la surenchère et privilégie des repères simples, observables et vérifiables. Cette retenue renforce une lecture conditionnelle. Les chiffres signalent un seuil franchi, mais ils n'épuisent pas l'évaluation. La preuve ultime ne sera pas dans l'annonce, mais dans la répétition des effets. La bascule décrite appelle donc une vigilance méthodique. Les nombres ouvrent une porte, ils n'en garantissent pas l'issue.
Reste à savoir si cette trajectoire mesurable saura résister à l'usure, aux adaptations adverses et aux contraintes politiques. Pour évaluer ce basculement avec rigueur, le récit impose de prendre au sérieux les critiques les plus solides sans les réduire à des postures idéologiques. Deux objections structurées émergent et méritent d'être formulées dans leurs termes les plus forts. Première critique, la modernisation visible déplacerait la dépendance plutôt qu'elle ne la réduirait. En refusant une aide conditionnelle occidentale pour s'appuyer sur d'autres partenaires, le pays risquerait de substituer une contrainte à une autre. Les équipements livrés impliquent formation, maintenance, pièces et parfois renseignements, autant de leviers susceptibles de créer une dépendance technique durable. Dans cette lecture, l'autonomie affichée serait d'abord symbolique, tandis que la contrainte deviendrait moins visible mais plus structurante, limitant à terme la liberté de décision. Seconde critique, l'effet militaire serait surestimé face à une guerre asymétrique adaptative. Blindés, drones et communications modernes peuvent réduire certains risques, mais l'adversaire ajuste rapidement ses modes d'action. Les embuscades évoluent, les engins explosifs improvisés se transforment et l'avantage technologique tend à s'éroder. Le danger serait alors de produire une confiance excessive, sans garantie d'une amélioration durable de la sécurité, tout en exposant le pays à des pressions extérieures accrues, voire à des réactions diplomatiques ou économiques. La réponse la plus fidèle au texte ne consiste pas à nier ces risques, mais à les replacer dans la logique décrite. D'abord, la modernisation n'est jamais présentée comme une promesse d'invulnérabilité. Elle est définie comme un passage d'une posture subie à une posture plus anticipatrice, fondée sur la combinaison protection, vision, coordination. Le gain revendiqué est relatif. Réduire la vulnérabilité immédiate et raccourcir le temps de décision. Ensuite, la question de la dépendance est explicitement posée dans le récit lui-même. Le choix de partenariats non occidentaux est décrit comme une tentative de rééquilibrage, non comme une sortie totale des contraintes. La condition implicite est le contrôle interne. Sans capacité de gestion, de maintenance et d'arbitrage politique, l'équipement perd sa valeur stratégique. Sous Ibrahim Traoré, l'autonomie se mesure donc moins à l'origine des matériels qu'à la maîtrise du cadre décisionnel. Enfin, l'adaptation adverse est intégrée par prudence. La modernisation est présentée comme un seuil, pas comme une fin. Elle ouvre une trajectoire qui doit être confirmée par l'usage, la cohérence et la durée. La question centrale demeure pratique. La capacité à garder la main sur les choix compensera-t-elle les contraintes nouvelles qu'impose toute montée en puissance ? À ce point du récit, la focale se déplace nettement. Jusqu'ici, l'attention portait sur les blindés, les drones et les communications, ainsi que sur leurs effets immédiats. Ici, le changement devient plus profond et plus exigeant. Ce que révèle réellement le convoi, ce n'est pas une puissance acquise, mais une méthode imposée. Le texte suggère une inflexion claire. L'autonomie ne se prouve pas par l'accumulation de matériel, mais par la capacité à les intégrer sans qu'ils dictent la stratégie. Les équipements modernes obligent l'État à clarifier ses priorités, ses chaînes de décision et ses lignes rouges. La dépendance cesse alors d'être une notion abstraite. Elle devient opérationnelle. Qui fixe les objectifs ? Qui contrôle l'information ? Qui arbitre lorsque les intérêts des partenaires divergent ? C'est à ce moment que la figure d'Ibrahim Traoré prend une dimension différente. Elle ne sert plus seulement à incarner un refus de l'aide conditionnelle, mais à porter une exigence de cohérence. Le récit le place face à une responsabilité centrale, transformer un signal fort en cadre durable, sans laisser la technique ou les partenariats définir l'agenda politique. La révélation médiane est donc sobre, mais décisive. Le véritable enjeu n'est pas ce qui a été livré, mais la discipline stratégique que cette livraison impose. À partir de là, les conséquences peuvent être évaluées non sur l'image produite, mais sur la capacité à maintenir la maîtrise dans le temps. Les effets de ce basculement se lisent différemment selon les acteurs concernés, et le récit invite à les distinguer pour éviter une lecture uniforme. 4 groupes émergent, chacun avec ses gains potentiels, ses limites et ses attentes propres. Pour l'État, l'arrivée d'équipements modernes renforce d'abord la capacité à reprendre l'initiative dans un environnement asymétrique. La chaîne décrite est courte et lisible.
mieux protéger, mieux voir, mieux coordonner. Les blindés réduisent la vulnérabilité sur les axes exposés aux mines et aux embuscades. Les drones déplacent l'effort vers l'anticipation. Les communications fluidifient la décision. Sur le plan politique, l'événement devient aussi un signal de souveraineté. Sous Ibrahim Traoré, le refus d'une aide conditionnelle est affiché comme une marge de manœuvre accrue. Le bénéfice est double, opérationnel et symbolique, mais il reste conditionné à la capacité de maintenir la cohérence entre discours et gestion réelle des moyens. Pour les entreprises, l'impact est indirect mais déterminant. Le texte ne détaille pas les secteurs, mais suggère un mécanisme simple. Si les routes deviennent plus prévisibles et les déplacements moins exposés, l'activité gagne en continuité. La sécurité relative favorise la planification, l'investissement et la circulation des biens. En contrepartie, la reconfiguration géopolitique introduit un risque, des tensions diplomatiques, des réactions extérieures ou des restrictions peuvent compliquer l'accès à certains marchés et financements. Pour les acteurs économiques, le bénéfice dépend donc moins de l'image du convoi que de la stabilité durable qu'il est censé produire. Pour les citoyens, l'effet se déploie sur deux registres qui coexistent. D'un côté, la protection et le moral. Voir des blindés et des drones est raconté comme une restauration de fierté, l'idée que le pays se tient debout. De l'autre, la persistance de la peur. La guerre asymétrique ne disparaît pas par décret, et la modernisation promet une amélioration relative, non une fin des menaces. Cette tension crée une attente forte. Si l'État affirme une nouvelle capacité, la population attend des résultats tangibles dans la vie quotidienne, mesurables dans le temps, sous peine de voir l'enthousiasme se transformer en frustration. Pour la région, enfin, l'événement dépasse le cadre national. Le récit l'inscrit dans une dynamique plus large, celle d'un possible modèle d'autodétermination pour d'autres pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest. Il pose un effet d'entraînement. Suivre cette voie pourrait renforcer une autonomie régionale, mais aussi déplacer la compétition des puissances vers de nouveaux terrains. Les partenariats non occidentaux évoqués deviennent alors un facteur de recomposition stratégique avec des effets qui excèdent les frontières. À travers ces 4 lectures, une constante apparaît. Le convoi n'est ni une solution miracle, ni un simple symbole. Il ouvre une phase d'exigence accrue. Les gains promis doivent se traduire différemment pour l'État, l'économie, la société et la région, sous peine de rester au stade de l'image. Sous Ibrahim Traoré, l'alignement de ces effets devient le véritable test de crédibilité. La question qui s'impose est directe, ces conséquences pourront-elles s'aligner durablement ou finiront-elles par entrer en tension les unes avec les autres? À partir de ce point, le récit permet d'envisager 3 trajectoires possibles sur les 6 à 12 prochains mois, sans prédire ni attribuer de probabilité. Toutes partent du même socle, un convoi visible, des capacités renforcées et une ligne politique d'autonomie affichée. Ce qui varie, ce sont les conditions d'enchaînement et la capacité à tenir la cohérence dans la durée. La première trajectoire repose sur une intégration progressive des équipements. Si les blindés, les drones et les communications sont utilisés de manière régulière, alors les gains restent partiels mais réels. La protection réduit certains risques sur les axes, la surveillance améliore l'anticipation et la coordination gagne en fluidité. La sécurité progresse par touches sans renverser totalement l'équilibre. Sur le plan international, les partenariats non occidentaux se consolident de façon pragmatique, tandis que les critiques persistent sans se transformer en rupture ouverte. Dans ce cadre, l'enjeu principal devient la maintenance, la formation et la continuité de l'usage. Une deuxième trajectoire, plus favorable, apparaît si la combinaison fonctionne réellement comme un système discipliné. Si la chaîne décisionnelle se renforce et si le délai entre détection et action se raccourcit durablement, alors l'effet cumulatif devient visible. La mobilité protégée augmente la continuité des opérations, le renseignement limite l'effet de surprise et le moral progresse. La population perçoit une baisse relative de l'incertitude dans certaines zones, même si la situation reste imparfaite. Diplomatiquement, les choix sont présentés comme une diversification maîtrisée plutôt qu'une rupture, ce qui atténue les réactions hostiles. Dans cette hypothèse,
Ibrahim Traoré apparaît comme l'initiateur d'un repositionnement crédible, soutenu par une gestion interne plus robuste. Une troisième trajectoire, dégradée, se dessine si la montée en puissance crée plus de friction qu'elle n'en résout. Si les contraintes techniques et politiques s'accumulent, alors la dépendance se déplace sans se réduire. Les partenaires extérieurs prennent un poids croissant dans les décisions, les réactions internationales se durcissent et l'économie subit des pressions. Sur le terrain, les gains tactiques existent, mais sont absorbés par l'adaptation adverse, tandis que l'attente sociale se transforme en fatigue. La leçon commune à ces trajectoires hominines est conditionnelle. Si la sécurité ouvre un espace politique et économique maîtrisé, alors l'autonomie se consolide. Si la dépendance change simplement de forme, alors la promesse se vide. La recommandation de lecture est simple. Observez la cohérence des choix plus que l'intensité des annonces. Cette séquence concerne directement le public parce qu'elle ramène la stratégie à des expériences ordinaires, loin des discours abstraits. Le récit distingue 3 groupes d'attentes, sans les confondre, afin d'éviter une lecture simplificatrice. Un premier groupe vit la question de la sécurité au quotidien. Pour ces personnes, l'enjeu est immédiat et concret. Les déplacements deviennent-ils moins risqués? Les alertes sont-elles mieux anticipées? Le texte suggère que la protection accrue et la coordination peuvent réduire certaines vulnérabilités, mais rappelle que l'adversaire s'adapte. L'amélioration perçue dépend donc de la régularité des effets, pas de l'événement initial. Une baisse ponctuelle de la peur ne suffit pas. Ce qui compte est la continuité des résultats dans le temps. Un second groupe se concentre sur la question des dépendances. Refuser une aide conditionnelle peut libérer des marges de décision, mais l'entrée de nouveaux partenaires pose d'autres contraintes. Pour ce public, l'inquiétude n'est pas idéologique, elle est pratique. Qui finance la maintenance? Qui forme durablement les équipes? Qui arbitre lorsque les intérêts divergent? Le récit invite à observer non les intentions affichées, mais la capacité à dire non, à renégocier et à préserver des choix internes face aux pressions extérieures. Un troisième groupe cherche un sens collectif. La scène du convoi agit comme un miroir. Elle raconte une volonté de se tenir debout, de décider, de ne plus subir. Ce sentiment peut rassembler, mais il crée aussi une exigence accrue. Si l'État affirme une nouvelle force, alors il doit produire des résultats visibles sans réduire la société à une logique uniquement sécuritaire. 2 pistes d'attention émergent. D'abord, privilégier l'observation des effets concrets plutôt que des proclamations. Ensuite, gardez une question simple en tête. Les choix renforcent-ils réellement la capacité de décider ou déplacent-ils la contrainte ailleurs? Une trajectoire crédible se lie moins dans les intentions que dans une séquence d'actions ordonnées avec des responsabilités claires et des critères simples. Le récit permet d'esquisser une feuille de route en plusieurs étapes sans ajouter de faits nouveaux, mais en reliant les capacités livrées à des usages maîtrisés. D'abord, à très court terme, il s'agit de stabiliser l'usage des équipements comme un système. Les acteurs opérationnels clarifient les rôles entre protection, observation et transmission, tandis que l'encadrement technique garantit l'interopérabilité. Du côté des acteurs, il s'agit de unités au sol et commandement local. Concrètement, cela passe par procédures communes et tests réguliers. Dans le calendrier, c'est attendu dès l'intégration initiale. On peut le suivre à travers continuité des liaisons et baisse des ruptures de coordination. Ensuite, à court terme, vient le renforcement de la chaîne décisionnelle. L'objectif est de réduire durablement le délai entre détection et action. Du côté des acteurs, il s'agit de opérateurs, commandement intermédiaire, centre de transmission. Concrètement, cela passe par circuit décisionnel, raccourci et responsabilité explicite. Dans le calendrier, c'est attendu sur les premières rotations d'usage. On peut le suivre à travers décisions plus rapides et cohérentes, observées de manière répétée. Puis, à moyen terme, la priorité est de sécuriser la mobilité et la survie. Les blindés doivent produire un bénéfice constant, visible dans la capacité à maintenir les déplacements et à évacuer sans rupture. Du côté des acteurs, il s'agit de unités déployées sur les axes exposés. Concrètement, cela passe par doctrine d'emploi centrée sur la continuité. Dans le calendrier, c'est attendu dans la durée. On peut le suivre à travers diminution de l'exposition immédiate perçue. En parallèle, il faut encadrer les partenariats. Les accords doivent
rester lisible et réversible. Du côté des acteurs, il s'agit de autorité politique et technique. Concrètement, cela passe par clauses claires, capacité de refus. Dans le calendrier, c'est attendu à chaque renouvellement. On peut le suivre à travers maintien d'une marge de décision interne. Enfin, l'étape la plus structurante consiste à lier sécurité et autonomie interne. Sous Ibrahim Traoré, la promesse exige une gestion capable de financer, maintenir et piloter sans tutelle. Et, au bout du compte, le critère décisif reste la maîtrise politique du cadre, dans la durée. La question opérationnelle demeure, ces étapes peuvent-elles être tenues ensemble sans que l'une n'annule les autres ? Le récit revient à une image plus intime, presque silencieuse, déjà esquissée plus tôt, celle du volontaire sur la piste et de l'unité qui le relie au reste du dispositif. Ce duo fonctionnel, discret, rappelle que derrière les blindés, les drones et les transmissions, il y a des corps exposés, des décisions prises sous pression et une attente simple. Rentrer vivant. La scène du convoi, spectaculaire au départ, s'est transformée au fil du récit. Elle n'est plus seulement un moment de fierté collective, mais un rappel d'exigence. Si la protection progresse, alors la confiance peut s'installer. Si la coordination tient, alors l'improvisation recule. Si la vision s'améliore, alors l'incertitude diminue sans jamais disparaître complètement. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré prend sa portée finale. Non comme un slogan répété, mais comme le symbole d'un pari politique précis. Affirmer l'autodétermination tout en refusant de simplement changer de dépendance. Le texte ne promet pas une issue triomphante. Il insiste sur la durée, sur la cohérence, sur la capacité à tenir l'équilibre lorsque l'enthousiasme initial s'estompe. L'autonomie se prouve dans la continuité. Ce rappel émotionnel ferme la boucle. Il replace la stratégie à hauteur humaine et rappelle que le sens d'une décision se mesure à sa capacité à alléger, même lentement, le poids quotidien de l'incertitude. La discussion peut se poursuivre sans slogan, ni qu'en figé, en restant attentive aux faits et à leurs effets concrets. Ce récit ne demande ni adhésion automatique, ni rejet réflexe. Il propose un cadre d'observation simple. Regardez ce qui change réellement sur le terrain, ce qui évolue dans les partenariats et ce qui résiste dans la durée. Au-delà du cas national, l'enjeu touche à une dimension plus large. L'idée d'autodétermination parle parce qu'elle renvoie à une aspiration partagée, décider sans subir. Mais cette aspiration devient exigeante dès qu'elle se confronte aux coûts, aux compromis et aux pressions extérieures. C'est là que le débat gagne à rester précis, comparatif et ouvert, plutôt qu'émotionnel ou binaire. Pour celles et ceux qui suivent ces évolutions, une piste consiste à hiérarchiser les critères d'évaluation. Faut-il juger d'abord les résultats opérationnels, l'équilibre diplomatique ou la capacité économique à tenir dans le temps ? Et lequel de ces critères doit primer lorsque les effets entrent en tension ? La suite appartient à l'échange. Observer, confronter les lectures et revenir aux faits permet de dépasser l'image du moment. Quelle dimension vous paraît décisive pour évaluer cette trajectoire dans les mois à venir ?